Bonjour à toutes et à tous. On m'a donc demandé d'intervenir aujourd'hui pour vous parler de la guerre froide à ses périphéries. Périphérie voulant dire, et vous allez le voir essentiellement le tiers-monde. Donc je m'excuse par ailleurs, vous êtes en section européenne, mais moi je vais vous parler de beaucoup de choses sauf de l'Europe. Je me tiens malgré tout à votre disposition pour répondre à vos questions. Alors, oui, je peux aussi. Donc rapidement, je me présente. Je suis donc en effet enseignante chercheuse à l'université de Lille, spécialiste de la guerre froide. Et donc le paradoxe de parler des périphéries devant des enseignants de section européenne est aussi une réalité pour moi, puisque je suis moi spécialiste non pas des périphéries de la guerre froide, mais du centre de la guerre froide, puisque mes recherches portent sur les relations entre les États-Unis et l'Europe de l'Est pendant la guerre froide. Je vous ai mis la couverture de ma thèse qui avait été publiée en 2004 et qui portait sur la Tchécoslovaquie comme enjeu de la diplomatie américaine et qui s'appuyait sur des sources à la fois américaines et tchèques. Et puis, comme notre collègue vient de le rappeler, je travaille depuis ma thèse plus dans une perspective transnationale et culturelle. Et actuellement, je suis en train de préparer un ouvrage sur les circulations scientifiques entre les États-Unis et le bloc soviétique. Donc, je suis bien spécialiste des espaces centraux de la guerre froide et de ces liens entre États-Unis et bloc soviétique. J'imagine que si on m'a appelé ou on m'a sollicité aujourd'hui, c'est plus en lien avec un numéro spécial d'une revue que vous connaissez peut-être, qui est disponible sur Cairn et qui s'appelle Monde, et un numéro que j'ai coordonné avec Mario Del Perro, qui est lui à Sciences Po Paris et qui s'appelle Décentrer la guerre froide, qui est donc paru en 2020, auquel vous aurez accès par Cairn. Alors l'objectif de ce numéro était justement, comme le titre du numéro le montre, était d'appréhender la guerre froide à ses périphéries, ou être plus exact, d'essayer de comprendre le rôle et la place des acteurs locaux, des acteurs secondaires dans la rivalité américano-soviétique ou dans l'affrontement Est-Ouest. L'intérêt aussi peut-être pour vous de ce numéro, c'est que notamment à travers les articles, un certain nombre des intervenants sont des spécialistes, non pas francophones, mais des spécialistes essentiellement américains. Et donc l'autre intérêt peut-être de ce numéro spécial est de donner un aperçu en français de ce qu'on appelle la, je veux bien si ça vous dérange pas, donc de donner un aperçu de ce qu'on appelle la nouvelle histoire de la guerre froide, cette nouvelle histoire de la guerre froide, dont une des personnalités ou un des historiens fondateur, si vous voulez, et l'historien donc norvégien, mais qui enseigne à Harvard, que vous connaissez peut-être, qui est Ord Arni Westad, et donc qui a publié 2 livres qui ont été traduits en français. Donc je vous ai mis les deux ouvrages. La première date, c'est la date de la publication en anglais, et la seconde étant celle de la traduction. Donc au milieu des années 2000, la guerre froide globale, et puis dernièrement un énorme livre qui a été traduit chez Perrin, Histoire mondiale de la guerre froide. Alors, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle histoire de la guerre froide? C'est en fait une tentative, à mon avis, très réussie et très fructueuse de revisiter un certain nombre de grilles d'analyse de l'histoire de la guerre froide autour de 2 tendances. Le premier renouvellement porte sur le caractère pluridimensionnel de la guerre froide, montrer que l'affrontement Est-Ouest, la rivalité américano-soviétique, ce n'est pas uniquement une rivalité idéologique, militaire ou diplomatique, mais que vous avez d'autres enjeux qui sont tout aussi importants, et donc notamment sur le registre économique ou le registre culturel. Je ne traiterai pas de cet aspect-là, de ce renouvellement, du renouvellement historiographique dans ma présentation, mais je me tiens à votre disposition si vous avez des questions, d'autant plus que vous l'avez bien compris, moi, par mes propres recherches, je m'inscris complètement dans ce renouvellement autour de l'histoire de la guerre froide culturelle.
Le deuxième pan qui est important, c'est d'écrire une histoire de la guerre froide qui soit sensible aux marges, aux périphéries, et donc pour faire court, aux pays du tiers-monde. Il est important de souligner qu'il ne s'agit pas du tout d'offrir un récit de substitution et de nier la centralité des deux grands. Je ne vais pas vous faire une présentation totalement révisionniste. Les deux grands sont évidemment centraux dans la guerre froide. D'ailleurs, sans eux, il n'y aurait pas de guerre froide. Mais c'est de vous montrer comment, en intégrant les périphéries, en ayant une approche globale de la rivalité américano-soviétique, on arrive en fait à enrichir et à complexifier la grille d'analyse traditionnelle, cette grille d'analyse traditionnelle qui était exclusivement centrée sur la rivalité entre les deux grands. Le troisième point donc de cette introduction, c'est de revenir un tout petit peu sur les acquis et cette grille d'analyse qui est celle que on a eu, je pense, tous quand on était nous-mêmes lycéens, qui est cette approche assez traditionnelle, écrite au prisme des deux grands et qui conduit à un certain nombre de positionnements historiographiques importants. À partir du moment où donc traditionnellement cette grille d'analyse assez peu sensible aux périphéries est centrée donc à la fois sur les deux grands et les espaces centraux se mettent en place, on a une vision de la guerre froide qui est donc autour de trois grandes caractéristiques. Le premier élément, c'est de dire que la guerre froide est une guerre froide. Vous partez du centre de l'Europe. Heureusement pour nous, il n'y a pas eu de conflit limité en Europe. Vous partez des deux grands. Il n'y a pas eu d'affrontement militaire armé entre les deux grands. Et donc, quand vous êtes dans cette perspective-là, vous considérez à très juste titre que la guerre froide porte très bien son nom, puisque c'est une guerre froide durant laquelle vous n'avez pas eu d'affrontement armé direct entre les deux grands. Le deuxième élément, à partir du moment où vous avez ce prisme lié aux deux super grands, vous allez réfléchir à leur positionnement à l'international et considérer que la guerre froide a conduit à l'établissement d'un ordre bipolaire et que dans cet ordre bipolaire, avec une Europe coupée en deux, des pays du monde sommés de choisir leur camp, dans cet ordre bipolaire, les autres pays, donc les acteurs secondaires, les partenaires juniors, comme disent les Américains, ne sont que, et je l'ai mis sur le PDF, des objets passifs de cette rivalité entre les deux grands ou des partenaires mineurs soumis à leur entière volonté. Au carrefour de ces deux éléments, vous avez l'idée que la guerre froide a été une longue paix. A été une longue paix, pourquoi? Parce que vous n'avez pas eu de conflit direct entre les deux grands et donc c'est resté une guerre froide. Et puis l'autre argument, c'est aussi que l'ordre bipolaire est réputé plus stable qu'un ordre multipolaire. Et donc pour illustrer cette vision-là de la guerre froide, je vous ai mis deux illustrations. Donc la première, c'est cet ouvrage de 1987 écrit par ce qui a longtemps été le meilleur spécialiste de l'histoire de la guerre froide, qui s'appelle donc américain John Lewis Gaddis, qui s'appelle donc La longue paix, et c'est donc une analyse de la guerre froide comme une longue paix. Et puis je vous ai mis un deuxième illustration qui est donc le titre de cet article publié en août 1990 qui a fait beaucoup parler de lui, qui témoigne de la nostalgie de la guerre froide qu'on va voir progressivement se mettre en place dès les années 90 et pourquoi pourquoi la guerre froide va bientôt nous manquer. Et je vous ai mis le petit chapeau qui dit voilà, on avait un ordre bipolaire qui est stable, on va rentrer dans un ordre multipolaire. Un ordre multipolaire, c'est un ordre instable et Mearsheimer fait même le lien entre l'ordre multipolaire pré-première guerre mondiale et l'ordre multipolaire qui va sortir de la guerre froide. Donc vous voyez que c'est même un tout petit peu anxiogène. Troisième élément, toujours à travers ce prisme centré sur les deux grands et de dire que la rivalité
que la guerre froide est essentiellement une rivalité entre Américains et Soviétiques, ça conduit à une certaine périodisation que je vous ai mis, qu'on connaît tous et qui évidemment a complètement du sens. Là encore, il ne s'agit pas de la nier, qui est de dire, voilà, la guerre froide commence en 1947. Entre 1947 et en gros le milieu des années 50, vous avez ce qu'on appelle la guerre froide chaude, avec à la fois mondialisation et militarisation de l'affrontement américano-soviétique. On rentre au milieu des années 50 dans la coexistence pacifique, donc notamment autour du programme de Khrouchtchev. Ensuite, après les tensions liées à la crise de Cuba, on rentre dans la détente. En 1975, notre dernière période de tension, celle de la guerre fraîche, et puis 1989, effondrement du bloc soviétique, donc fin des dictatures dans les démocraties populaires et fin de la guerre froide. Alors, ce récit, évidemment, il garde du sens. Hein. Je l'ai dit, je ne cherche pas à vous offrir un récit qui se substituerait à celui-ci, mais à vous montrer comment, en réfléchissant ou en intégrant les périphéries à l'analyse de la guerre froide, on peut finalement avoir une vision un tout petit peu différente de ce conflit. Alors, je vous propose un plan en deux parties. Donc, voilà, je ne ferai pas de plan en trois parties. Et je dis aux étudiants qu'on peut tout à fait faire des plans en deux parties et s'en sortir. Donc, je vous fais un plan en deux parties. Donc, le premier élément, d'essayer de voir comment la rivalité américaine, donc de conserver ce prisme autour des grandes puissances, et donc de voir comment la rivalité américano-soviétique peut être revisitée si on la regarde des périphéries. Et je vous proposerai une deuxième partie autour des acteurs locaux pour vous montrer que la guerre froide n'est pas que importée, imposée par les deux grands à ses périphéries, mais que les acteurs locaux jouent un rôle aussi actif dans le conflit. Alors, le premier élément qui est évidemment évident et que vous savez tous, et donc je m'excuse de cette redite, c'est que oui, évidemment ou non, évidemment, la guerre froide n'est pas une guerre froide. La guerre froide est un conflit particulièrement meurtrier, et que la guerre froide est un conflit chaud. À chaque fois, je vous ai mis les couvertures d'un certain nombre de livres, donc je m'en excuse, hein, souvent américain ou écrit en anglais, mais si jamais ça vous intéresse et que vous regardez l'introduction que j'ai rédigée avec Mario Del Perro dans ce numéro de Monde, j'ai fait très attention à citer des auteurs français, parce que vous avez une école en France qui travaille sur la guerre froide et qui est particulièrement dynamique. Donc, ne pensez pas que j'ai une sorte de biais vers les États-Unis, même si j'en suis spécialiste. Regardez, si ça vous intéresse, les notes de bas de page de cette introduction historiographique, et vous verrez la richesse du renouvellement, y compris dans les milieux historiens français. Alors, je viens quand même à cette couverture et à ce livre qui fait, vous le voyez, référence directe au livre de 1987 de Gadi sur la longue paix, et qui est sur les champs de bataille de la guerre froide. Donc, repenser la longue paix, et qui montre évidemment combien la guerre froide fut un conflit extrêmement meurtrier. Et s'il n'a pas été ou pas trop meurtrier à son centre, en revanche, il a été très meurtrier à ses périphéries. Ce caractère meurtrier, Pierre Grosser, que vous connaissez aussi peut-être, qui est lui aussi un historien spécialiste de la guerre froide, avait publié un article sur la guerre froide, sur justement le caractère non froid ou le caractère chaud de la guerre froide, et il estimait qu'on pouvait considérer qu'en lien avec la guerre froide, vous aviez eu des conflits qui avaient fait entre 20 et 25 millions de morts. Donc vous voyez qu'on est sur un ordre de grandeur qui est extrêmement important. Cette guerre chaude et meurtrière, elle découle de deux éléments. Elle découle évidemment des engagements militaires directs des deux grands, mais dans les périphéries.
que ce soit la Corée, le Vietnam ou l'Afghanistan, et elle découle aussi des guerres dites par procuration sur lesquelles je reviendrai. Cette guerre chaude et meurtrière permet évidemment d'interroger donc ce qu'on appelle maintenant le chrononyme de la guerre froide. Vous avez peut-être lu des articles ou des choses sur cette notion de chrononyme qui notamment a été popularisée par Dominique Khalifa autour de la Belle Époque. Si on réfléchit au chrononyme de la guerre froide, forgé entre 1945 et 1947, on se rend compte donc que c'est un chrononyme qui évidemment ne va pas remettre en question, sinon personne ne comprendrait de quoi on parle, mais qui est un chrononyme qui très rapidement est dépassé. C'est-à-dire que dès 1949-50, vous avez déjà un conflit qui, par la guerre de Corée, est un conflit militaire et un conflit meurtrier. Toujours la réflexion sur les chrononymes. Si on regarde aussi la chronologie de ces conflits liés à la guerre froide, on se rend compte que le terme détente, lui aussi, est très marqué par une vision stato-centrée sur l'Europe, si vous voulez, parce que les conflits les plus meurtriers de la guerre froide, ils ont bien lieu pendant la détente. Donc détente, oui, donc toujours si on se place du point de vue du centre, si on se place du point de vue de la relation américano-soviétique, si on se place du point de vue de l'Europe, mais on se rend compte que et guerre froide et détente fonctionnent extrêmement mal si on se place du point de vue des périphéries. Ah pardon, c'est vous qui... Bon, deuxième élément, donc comment, deuxième exemple de la manière dont le regard à partir des périphéries peut changer la grille de lecture sur la guerre froide. Le deuxième élément, c'est de souligner, et ça je pense que c'est là aussi quelque chose désormais d'établi, c'est de souligner à quel point le tiers-monde fut un enjeu absolument essentiel de la rivalité américano-soviétique. Il ne s'agit pas de nier la centralité de l'Europe de l'Ouest pour les États-Unis, de l'Europe de l'Est pour l'Union soviétique, mais très clairement, quand on regarde l'histoire de la rivalité américano-soviétique, on se rend compte qu'à partir du milieu des années 50, vous avez un glissement de cette rivalité américano-soviétique de l'Europe vers le tiers-monde et que regarder la guerre froide à travers ses périphéries ou depuis ses périphéries, c'est voir que c'est un conflit meurtrier, mais c'est aussi voir à quel point ces périphéries ont été absolument essentielles comme dans la rivalité américano-soviétique. Puisque l'enjeu de cette conférence est aussi de vous montrer les développements historiographiques les plus récents, si on connaît relativement bien le positionnement des États-Unis à l'égard des périphéries, à l'égard du tiers-monde, actuellement, vous avez un champ de recherche extrêmement riche qui est en train de se développer autour de la diplomatie soviétique et autour des relations Est-Sud. C'est vraiment actuellement, donc vous l'avez bien compris, moi je travaille pas du tout là-dessus, je reste très eurocentrée, mais ces relations Est-Sud, c'est actuellement un courant qui est extrêmement dynamique. Ce courant autour des relations Est-Sud permet par exemple de revenir sur les étapes de la globalisation de la politique soviétique. Et notamment ce que tous ces spécialistes montrent, c'est que en gros, jusqu'au milieu des années 50, vous avez une politique soviétique qui est centrée sur l'Europe et qui passe très largement à côté du processus de décolonisation. C'est particulièrement vrai sous Staline. Staline reste un dirigeant soviétique qui a une vision eurocentrée des intérêts soviétiques et c'est aussi un dirigeant qui va assez rarement venir en aide aux autres dirigeants soviétiques, donc communistes, pardon. On sait la manière dont Staline a négligé les communistes pendant la guerre civile grecque, mais on sait aussi à quel point Staline a, jusqu'au début des années, jusqu'en 49-50, n'a pratiquement ou très peu aidé Mao dans la guerre civile
qui l'oppose à Chiang Kai-shek. Et de la même manière, jusqu'en 1950, Staline se détourne assez largement d'Ho Chi Minh, qui pourtant apparaît comme le dirigeant communiste dans la guerre d'Indochine. Et donc, ce manque de solidarité, ce manque de compréhension de ce qui est en train de se passer aux périphéries commence à être secoué un tout petit peu en 49-50. C'est-à-dire qu'en 49, mais on est à la toute fin de la guerre civile, Mao accède, prend le pouvoir en octobre 1949. On se rend compte que à partir du début 49, l'aide de Staline à Mao est plus importante. Staline reconnaît la République démocratique du Vietnam en janvier 1950. En juin 1950, Staline donne son feu vert à l'invasion de la Sud-Corée par la Corée du Nord. Donc vous avez en 49-50 un début de globalisation de la politique soviétique, mais très clairement, c'est sous Khrouchtchev, au milieu des années 50, que vous avez ce processus de globalisation de la diplomatie soviétique. C'est vraiment à ce moment-là que le tiers-monde devient un enjeu absolument vital pour les soviétiques. Je vous ai mis donc là un certain nombre toujours d'illustrations, de couvertures d'ouvrages qui sont très emblématiques de cette réflexion sur la globalisation ou la mondialisation de la diplomatie soviétique et sur l'importance de ces enjeux Est-Sud. J'évoquerai ce programme de recherche qui a été lancé en 2014 sur le socialisme global. Donc voilà, maintenant vous avez global à peu près toutes les sauces. Et donc ce socialisme global, c'est justement d'essayer de réfléchir à la mondialisation de la diplomatie soviétique et de ce gros programme de recherche internationaux porté par des Britanniques est né cet ouvrage qui a été publié cette année. J'ai pas le temps de développer, je pourrais répondre à vos questions. Dans cette historiographie qui se penche sur les relations Est-Sud, vous avez pas mal de choses qui traitent pas uniquement des relations entre l'Union soviétique et les pays du tiers-monde, mais qui traitent des relations entre l'Europe de l'Est, donc les démocraties populaires, et les pays du tiers-monde. Et donc, je vous ai mis la couverture de cet ouvrage de 2020 sur des mondialisations alternatives et qui porte précisément sur les relations entre l'Europe de l'Est et les pays du tiers-monde. Là encore, et je m'en excuse par avance, dans le numéro de Monde, ces partenaires juniors d'Europe de l'Est sont très présents dans un certain nombre de numéros et je pense en particulier à un article d'Amélie Regnault sur les relations entre la RDA et l'Égypte et qui permet justement de réfléchir à ces relations Est-Sud, mais depuis le point de vue est-européen. Ces relations Est-Sud et cet engagement de l'Union soviétique dans le tiers-monde a une dimension militaire, mais a surtout une dimension économique. Et l'enjeu est très important au regard de la guerre froide. Je vous ai dit qu'un des acquis du renouvellement historiographique de la guerre froide, c'était de montrer que l'affrontement Est-Ouest était un affrontement pluridimensionnel et que l'économie et la culture jouaient un rôle important et réfléchir aux relations Est-Sud, c'est aussi intégrer ces dimensions économiques et ces dimensions culturelles. Et donc, sur le plan économique, on voit très clairement à travers les ouvrages de spécialistes de la politique soviétique que vous avez dans tous les prêts, les investissements que le bloc soviétique va faire dans les pays du tiers-monde, vous avez la volonté, bien sûr, de se créer des clientèles qui pourraient ensuite jouer dans l'équilibre ou dans le rapport de force avec les États-Unis, mais que vous avez aussi la volonté de faire de ces pays des laboratoires de la modernisation socialiste, montrer que le modèle socialiste est le meilleur modèle pour sortir du sous-développement et arriver à une forme de modernisation. Donc vous avez
dans ces relations Est-Sud une dimension économique qui est très, très importante et qui, vous le voyez, d'une certaine manière, permet aussi d'éclairer comment la guerre froide est l'affrontement de deux modèles et de deux modèles économiques, ce qui est évident hein, vous avez socialisme, enfin ou communisme et capitalisme d'une part, et puis travailler sur ces relations Est-Sud, c'est aussi éclairer la dimension culturelle de la guerre froide. Et c'est la diapositive suivante. Vous avez notamment actuellement en France de très nombreux programmes de recherche sur la circulation, sur les formations des élites du tiers-monde dans les universités soviétiques et dans les universités est-européennes. En 1960 est ouverte à Moscou l'université Lumumba hein, qui vise justement à nourrir l'amitié entre les peuples. Et évidemment, si on suit l'actualité, qu'on suit l'implantation de la Russie actuellement en Afrique, beaucoup de spécialistes de l'Afrique disent que vous avez comme forcément un faisceau de raisons, mais les liens noués entre un certain nombre d'élites africaines et le système de formation soviétique pendant la guerre froide sont un des éléments, évidemment pas le seul, mais un des éléments qui permet hein, la réactivation de ces relations. C'est aussi pourquoi je vous ai donc donné cet exemple hein, de programme de recherche et de présence de ces étudiants africains. D'autres programmes réfléchissent ou analysent la formation des élites du Moyen-Orient. Donc ces circulations étudiantes, elles sont particulièrement importantes pour comprendre ces relations Est-Sud et puis elles peuvent encore avoir des incidences maintenant. Dernier élément, toujours si je me dépêche, toujours si on part du point de vue donc comment regarder la rivalité américano-soviétique depuis les périphéries peut nous permettre de nuancer, d'enrichir, voire même de contredire ce récit traditionnel de la guerre froide. Regarder la rivalité américano-soviétique depuis ces périphéries, c'est aussi réfléchir à une autre chronologie. Donc, je le redis, il ne s'agit pas, et moi-même, quand je fais cours sur la guerre froide, je reprends évidemment la chronologie habituelle, coexistence pacifique, détente, etc. Donc, il ne s'agit pas de la rejeter, mais il s'agit aussi de montrer que si on part du point de vue d'un certain nombre de pays, finalement, la chronologie, elle n'est pas opérante. Et notamment, je vais vous donner deux exemples. Beaucoup d'historiens spécialistes, notamment du Moyen-Orient ou de l'espace asiatique, soulignent que à partir des années 70, de milieu des années 70, on va dire, pour le Moyen-Orient et la fin des années 70 pour l'Asie, vous avez les régions qui échappent à la logique de guerre froide, en fait, qui sortent de la bipolarité. Je vais vous expliquer pourquoi. Le premier élément sur le Moyen-Orient, l'idée est de dire que le basculement de l'Égypte, donc dans les années 70, le basculement de l'Égypte fait sortir le Moyen-Orient de la logique bipolaire et de la logique de guerre froide. Pourquoi? Parce que, donc, ça vous le savez évidemment. Donc après la guerre des 6 jours et puis la guerre du Kippour, donc 67-73, vous avez donc un retournement majeur de la diplomatie égyptienne, qui était donc plutôt sur une logique de non-alignement, hein, celui de Nasser, mais qui au fil des années 60 s'était rapproché de manière de plus en plus nette de l'Union soviétique. Avec les défaites égyptiennes de 67 et de 73, vous avez donc le nouveau dirigeant égyptien, Nasser, qui réalise que pour notamment récupérer le Sinaï, mais aussi faire face à la crise économique, se réorienter très clairement vers les États-Unis est une solution beaucoup plus intéressante en termes d'intérêt national et évidemment le point d'orgue de ce retournement de la diplomatie de Sadat, outre le fait qu'en 1972, vous le savez peut-être, mais tous les conseillers soviétiques d'Égypte sont expulsés, mais évidemment le point d'orgue, c'est les accords de Camp David de 1978. Le fait que l'Union soviétique perde cet allié égyptien, pour beaucoup de spécialistes de la région, conduit en fait les États-Unis à établir une forme d'hégémonie
presque totale sur le Moyen-Orient. Vous avez toujours la Syrie et l'Irak qui sont liés à l'Union soviétique, mais qui ne sont pas des puissances régionales aussi importantes que la Turquie, l'Arabie saoudite ou l'Égypte. Vous allez me dire l'Iran, mais vous savez bien aussi que l'Iran de Khomeini ne joue pas le jeu de la guerre froide. Et si vous avez le grand Satan qui est les États-Unis, l'Iran de Khomeini ne se tourne pas du tout vers l'Union soviétique. Et donc, l'idée est de dire que ce basculement de l'Égypte fait en gros que l'Union soviétique n'a plus de relais de poids au Moyen-Orient, et à partir du moment où vous n'avez plus de relais de poids au Moyen-Orient, que vous avez une région qui globalement passe sous un système hégémonique américain, vous n'avez plus de logique de guerre froide et vous avez une région qui sort de la bipolarité puisque l'Union soviétique n'a plus de moyens véritablement de peser sur le sort de la région. Les historiens spécialistes de l'Asie, donc là je cite évidemment Pierre Grosser, vous savez peut-être, vous l'avez lu, Pierre Grosser a publié un livre sur les relations internationales vues d'Asie, où justement lui aussi cherche à décentrer et à montrer comment réfléchir aux relations internationales depuis l'Asie permet de revisiter un certain nombre d'idées reçues sur les relations internationales au XXe siècle. Si on réfléchit à l'Asie, qu'est-ce qu'on voit? On voit que vous avez là encore à la fin des années 70 une région qui sort de la bipolarité, qui sort de la bipolarité autour de deux arguments essentiels. Le premier élément, c'est la montée en puissance des nouveaux pays industrialisés, donc les quatre dragons, et qui montre que finalement l'insertion dans la mondialisation libérale, l'adoption d'un système qui est un système libéral est beaucoup plus utile, beaucoup plus nécessaire, permet de sortir, je vais y arriver, du sous-développement et permet l'industrialisation. Donc vous avez cet élément-là, et puis vous avez un deuxième élément, c'est là encore la libéralisation à partir de 78. Bien sûr, elle est très contrôlée de la Chine, et puis le renouveau des liens en 78-79 entre les États-Unis et la Chine, même si c'est peut-être moins marqué qu'au Moyen-Orient. Mais là encore, l'idée est de dire que le modèle soviétique, le modèle socialiste, connaît une décroissance extrêmement importante en Asie à partir de la fin des années 70, et donc vous avez un continent qui lui aussi, qui a pourtant été un des champs de bataille majeurs de la guerre froide, un continent qui lui aussi, dans une assez large mesure, sort de la rivalité américano-soviétique et donc sort de la logique de guerre froide. Ce que je voudrais maintenant en deuxième partie, je vais me dépêcher et puis je vous donnerai les références si jamais vous vouliez approfondir, c'est de maintenant sortir du prisme des grandes puissances que j'ai pour l'instant tenu en vous montrant comment la rivalité américano-soviétique est éclairée lorsqu'on la regarde depuis les périphéries. Je voudrais maintenant, dans cette deuxième et rapide deuxième partie, revenir sur les acteurs locaux. C'est un autre enjeu de cette nouvelle histoire de la guerre froide. L'enjeu, c'est de dire la guerre froide n'a pas été que imposée et importée dans le monde par les deux grands, mais que vous avez des acteurs locaux qui ont joué un rôle particulièrement important, qui n'ont pas été des objets passifs de la rivalité américano-soviétique, qui n'ont pas été des marionnettes, qui n'ont pas été que des victimes, mais qui aussi ont été des acteurs de la guerre froide, et vous allez le voir, qui parfois l'ont aggravé et l'ont alimenté. Le rôle des acteurs locaux dans la guerre froide, on peut l'appréhender autour de deux grandes thématiques. La première, c'est la thématique de l'agency. Donc en français, on dit ingentivité, mais il faut reconnaître qu'on utilise beaucoup le terme anglais. Donc l'agency, qu'est-ce que c'est? C'est les marges de manœuvre. D'essayer de voir que dans la rivalité américano-soviétique, vous avez ces partenaires juniors, ces acteurs locaux qui ne sont pas des marionnettes aux mains des deux grands, mais qui ont des marges de manœuvre, une capacité à les influencer, une capacité à résister aussi, comme je vais vous le montrer. Cette notion d'agency, donc d'ingentivité, cette capacité, cette marge de manœuvre qu'ont les acteurs locaux de la guerre froide,
cette notion-là, elle ne naît pas en réfléchissant au tiers-monde, mais elle naît dans les années 80 à travers un article que vous connaissez peut-être, qui est donc de Gerd Lundestad, qui a écrit un très bon manuel sur les relations entre l'Europe et les États-Unis depuis 1945, que moi j'utilise beaucoup quand je fais des cours sur les relations internationales et sur la politique américaine. Et donc en 1900, j'aurais dû mettre la date, je m'en excuse, en 1986, il publie cet ouvrage sur l'empire par invitation. Et donc il réfléchit à la politique américaine en Europe occidentale, vous le voyez, entre 1945 et 1952. Et lui, ce qu'il dit, c'est que si les États-Unis sont devenus une puissance européenne à la fin des années 40, si les États-Unis ont balayé leur isolationnisme traditionnel en signant le traité de l'Atlantique Nord en avril 1949, c'est pas uniquement le fruit d'une politique volontariste des États-Unis, mais c'est aussi parce que les États-Unis y ont été invités par les pays européens, et donc notamment Lundestad travaille beaucoup sur la France et sur la Grande-Bretagne en montrant toutes les initiatives qui vont être prises, notamment par Ernest Bevin, ministre des Affaires étrangères britannique, toutes ces initiatives qui vont être prises pour tenter de s'assurer d'un engagement durable des États-Unis alors que l'Union soviétique semble représenter une menace de plus en plus crédible sur l'Europe occidentale. Cette notion d'empire par invitation, elle est donc fondée sur l'agency et vous voyez qu'elle est importante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour comprendre la fin de l'isolationnisme américain, pour comprendre cet engagement extrêmement important des États-Unis en Europe occidentale, vous avez un acteur évident qui est les États-Unis, mais vous avez aussi d'autres acteurs qui sont les pays européens. Et donc là encore, c'est pas des simples marionnettes, c'est pas un terrain vierge qui serait sur lequel les États-Unis mettraient en place une forme d'impérialisme, mais c'est vraiment une forme de coproduction et donc qui souligne la marge de manœuvre des pays européens. Alors l'agency, pour ce qui nous intéresse, donc sur ces périphéries de la guerre froide, elle peut être vue à travers trois exemples. Le premier élément, c'est de dire que, donc vous l'avez bien compris, vous avez une réflexion sur ce socialisme global, le fait que le modèle socialiste, on va dire jusqu'aux années 80, est un modèle attractif dans un certain nombre de pays du tiers-monde. Et ce que Westad, notamment dans son premier livre de 2005-2007, et moi, autant le second, évidemment, c'est un excellent historien, mais je le trouve moins facilement utilisable pour faire court, mais autant le premier de 2007, donc traduit en français en 2007, La guerre froide globale, je l'utilise moi pour faire court et je trouve très instructif justement pour comprendre le rôle des acteurs locaux. Alors, qu'est-ce que l'idée, quelle est l'idée dans cette croissance du socialisme global? En fait, si vous avez une attraction pour l'Union soviétique, si vous avez une attraction pour le modèle socialiste comme voie notamment de sortie du sous-développement, ce n'est pas uniquement, voire assez rarement le fait d'une forme d'activisme américain. Et je vous ai montré à quel point la globalisation de la diplomatie soviétique, elle est finalement assez tardive, elle est et j'ai pas eu le temps de développer, mais elle est remise en question dans les années 60, mais que finalement, pour comprendre la constitution pour comprendre comment le modèle socialiste devient global, il faut partir des dynamiques locales. C'est-à-dire que c'est pas le fruit d'une subversion ou d'un activisme soviétique, mais c'est tout simplement le fruit des dynamiques locales. Et donc, si on regarde dans le détail, on se rend compte que, en général, lorsque vous avez des régimes socialistes, voire dans les années 70, des régimes marxistes qui arrivent au pouvoir, en général, l'Union soviétique n'y est pas pour grand-chose. C'est vrai pour Cuba en 59, c'est vrai pour la victoire d'Allende qui se dit marxiste, je vous rappelle, en 70, c'est vrai pour la victoire des sandinistes en 79, c'est vrai aussi, et j'y reviendrai, au moment où vous avez des régimes marxistes qui prennent le pouvoir, et on le voit sur la carte en Afrique, derrière l'arrivée au pouvoir de ces régimes socialistes ou de ces régimes marxistes, très rarement on retrouve la main de l'Union soviétique. On est essentiellement sur des dynamiques locales.
Le deuxième exemple que je voulais développer avec vous, l'agency, c'est la capacité d'influence. Et donc, là encore, j'ai traduit un article de Piero Gleiezes dans la revue Monde. Donc, vous avez accès à une synthèse de sa pensée. Vous avez donc le premier chercheur occidental à avoir pu travailler dans les archives cubaines et qui a éclairé de manière très intéressante justement l'agency cubaine. Alors, l'exemple le plus frappant, c'est la décision d'intervenir en 1975 dans la guerre civile angolaise. Peut-être juste revenir en arrière. Donc vous le savez, l'Afrique, avec donc la révolution des œillets au Portugal, vous avez la décolonisation de l'Afrique portugaise qui est lancée. Et donc, cette décolonisation en Angola, mais aussi en Mozambique, conduit à une guerre civile. Et en octobre 1975, vous avez l'Afrique du Sud qui intervient en Angola pour empêcher l'accession au pouvoir d'un mouvement qui est un mouvement marxiste. Et à ce moment-là, donc le MTLA, donc ce mouvement marxiste appelle à l'aide et et donc c'est dans cet ouvrage-là. Et Cuba, donc Fidel Castro, décide de mettre en place un pont aérien et de venir en aide au MPLA et donc au mouvement de gauche en Angola. Évidemment, tout l'enjeu, c'est de savoir, et vous voyez bien qu'une analyse en termes de prisme centrée de prisme autour des deux grands dirait que si Cuba intervient en Angola, c'est une guerre par procuration, justement, et c'est comme ça que souvent on l'apprend, c'est-à-dire que Moscou ne veut pas intervenir directement pour pas prendre le risque de fragiliser la détente, et donc Moscou demande à Cuba d'intervenir, c'est typique de la guerre par procuration. Ce que Gleiezes montre, c'est non, pas du tout, c'est-à-dire que non seulement Cuba intervient de son propre chef, mais même contre l'avis de Moscou qui dissuade Fidel Castro d'intervenir en Angola. Et donc là encore, ça montre cette capacité d'agency, cette capacité de marge de manœuvre. Fidel Castro, à ce moment-là, n'est pas la marionnette de Moscou, mais c'est vraiment un pays qui décide de rentrer en guerre et de mettre en place un pont aérien vers l'Angola. Et capacité d'influence, pourquoi? Parce que devant le succès de Cuba, au bout de quelques mois, Moscou va s'engager aussi en Afrique australe, mais on voit bien que l'aiguillon, c'est bien Cuba. Ce qui me conduit à vous dire aussi et à souligner un élément important, si on regarde l'agency, si on regarde les acteurs locaux, qu'est-ce qu'on voit? On voit que parfois, ces acteurs locaux, ils ont eu un rôle important dans l'élargissement de la guerre froide, dans son durcissement et dans sa militarisation. Et ça, c'est bien un bon exemple. C'est-à-dire que si tout d'un coup, l'Angola devient un enjeu de guerre froide, et donc si vous avez voilà, donc devient un enjeu de guerre froide, c'est lié à l'initiative de Cuba, donc d'un acteur majeur, et donc on voit bien comment cet acteur mineur, participe à élargir le champ géographique de la guerre froide et à le militariser. Le troisième élément, le deuxième pays, mais c'est autour du Vietnam. Vous avez beaucoup de choses qui ont été écrites sur le Vietnam. Et donc, je vous conseille en français la thèse de Céline Marangé, le communisme vietnamien. Elle a travaillé dans les archives chinoises, dans les archives russes, évidemment dans les archives vietnamiennes et françaises. Et vous avez là un très bon exemple en français par une chercheuse française de cette guerre froide globale et de cette guerre froide à la périphérie. Ce que Céline Marangé montre, c'est la capacité de résistance du Vietnam, du Nord-Vietnam. Le Nord-Vietnam, au début de la guerre du Vietnam, donc à partir du début des années 60, est complètement dépendant sur le plan militaire et sur le plan économique de la Chine dans un premier temps, et puis ensuite de l'Union soviétique.
Donc, vous avez cette forme de dépendance. Et pourtant, ce que Céline Maranger et d'autres montrent, malgré cette dépendance, le Nord-Vietnam va conserver ses priorités, va conserver son propre agenda et refuser d'entendre les directives qui lui sont données, que ce soit par la Chine ou que ce soit par l'Union soviétique. Pour ce qui est des États-Unis, ce que notamment l'historien russe Ilya Gadio, qui a travaillé, donc vous voyez, je vous ai mis donc les couvertures de deux de ses ouvrages, qui a travaillé sur la politique soviétique en direction du Vietnam, donc pendant la guerre froide, ce qui montre, c'est que notamment à partir de 66, l'Union soviétique ne cesse de demander au Nord-Vietnam d'accepter l'ouverture de négociations et de proposer l'ouverture de négociations. Donc vous avez un pays, le Vietnam, qui est donc complètement dépendant, de plus en plus dépendant sur le plan militaire et sur le plan économique de l'Union soviétique et qui va refuser l'ouverture des négociations. Et donc là encore, quand je vous ai dit que les acteurs locaux, ils peuvent nourrir la conflictualité de la guerre froide, on le voit bien, puisque vous avez l'Union soviétique qui est plutôt sur une position opportuniste et prudente, et que face à cette prudence et ces pressions pour une négociation avec les Américains, Ho Chi Minh refuse jusqu'au moment où il estime, après l'offensive du Tet, qu'il est désormais aussi dans l'intérêt du Nord-Vietnam et du mouvement communiste vietnamien de rentrer dans des négociations. Et donc là encore, c'est intéressant de voir que pour cette étude de cas, vous avez une vraie capacité de résistance et à nouveau, vous avez le rôle d'un acteur local qui finalement conduit à allonger, si vous voulez, l'état de guerre. Dernier élément, et comme ça sera ma conclusion. À force, en fait, ce que je voudrais vous montrer, c'est que à force de réfléchir aux visages locaux de la guerre froide, à force de réfléchir aux périphéries, parfois la guerre froide peut un tout petit peu se perdre. Et c'est tout ce qui tourne autour de la notion d'appropriation ou de domestication de la guerre froide. C'est-à-dire, vous l'avez bien, et je crois que j'ai oublié de le dire, donc je le redis maintenant, cette nouvelle histoire de la guerre froide, elle résulte aussi du croisement entre les études de la guerre froide et puis les études aréales. C'est-à-dire que pour la première fois, vous avez des spécialistes de la guerre froide qui vont discuter avec des spécialistes, non pas de la guerre froide, mais de l'Afrique, de la Chine, du Vietnam, ou de l'Amérique latine. Et ce croisement entre Cold War Studies et Area Studies conduit à réfléchir donc à cette forme de domestication et d'appropriation de la guerre froide. Et à force de réfléchir aux visages locaux de la guerre froide, parfois la guerre froide va tout simplement s'évanouir de la ligne de la grille d'analyse. C'est particulièrement marqué pour les études latino-américaines et donc je conclurai sur cette étude de cas. Actuellement, dans les études sur la guerre froide et Amérique latine, on parle plus de guerre froide en Amérique latine, mais on parle de latine-américanisation de la guerre froide ou de la guerre froide de l'Amérique latine, et donc pas en Amérique latine. Et donc, vous l'avez bien compris, c'est toujours cette idée, quels sont les acteurs locaux, à quoi ressemble la guerre froide à ces périphériques. Juste une référence en français, même si sa thèse pour l'instant a été traduite en espagnol, mais c'est un chercheur qui est un chercheur français qui s'appelle, on voit pas du tout, mais qui s'appelle Raphaël Pedemonte et dont la thèse porte sur les relations entre Cuba, entre l'Union soviétique d'une part et Cuba et le Chili d'autre part. Cette latine-américanisation de la guerre froide, cette guerre froide de l'Amérique latine, elle conduit les spécialistes à finalement effacer les enjeux de la guerre froide. Et donc notamment, je vous ai mis ce texte qui est un texte vraiment passionnant sur le paradoxe des études sur la guerre froide en Amérique latine et qui dit que plus on travaille sur l'appropriation ou la domestication de la guerre froide en Amérique latine, plus en fait les enjeux de guerre froide disparaissent. Et notamment, et c'est ma dernière diapositive, et donc j'en ai terminé, notamment
ça se manifeste, et c'est un autre article, mais qui fait le bilan, hein, toujours historiographique, de ces études qui croisent guerre froide et Amérique latine. Donc c'est un article relativement récent. Je vous ai fait juste une capture d'écran de cette figure 1. Donc la guerre froide comme une superposition des conflits latino-américains. Donc vous avez cette idée d'inscrire donc l'affrontement Est-Ouest, la rivalité américano-soviétique, dans un contexte plus large de conflictualité qui spécifique à l'Amérique latine. Et donc, si vous regardez, si je crois que vous donc diffuserez le PDF, donc vous pourrez avec plus de précision regarder les détails. Vous avez donc ces spécialistes qui disent si on réfléchit à l'Amérique latine, vous avez un certain nombre de dynamiques spécifiques, et ces dynamiques spécifiques, elles sont liées à l'hégémonie américaine, elles sont surtout liées à la polarisation politique, notamment entre forces révolutionnaires et forces contre-révolutionnaires. Cette réflexion autour de la conflictualité en Amérique latine, vous le voyez, conduit à réfléchir à différents types de conflictualité sur donc les grands propriétaires et villages, l'État et les citoyens, la souveraineté nationale et l'hégémonie américaine, le capital et le travail, le capitalisme et le socialisme, et puis finalement la rivalité américano-soviétique. Mais vous voyez que cette superposition, elle conduit bien finalement la guerre froide à être une donnée parmi d'autres qui permet d'expliquer l'histoire de l'Amérique latine de 1945 à 1989. Et donc, vous avez cette forme de paradoxe à force de réfléchir à l'appropriation, à la domestication de la guerre froide. Finalement, la spécificité de la guerre froide s'évanouit et ça devient une donnée parmi d'autres de l'analyse, d'où ce paradoxe de voir, voilà, de ce paradoxe. J'ai fini là-dessus, je vous remercie.